Le temps n'existe pas. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands chercheurs de notre époque. Vous le savez déjà sans doute, la physique quantique affirme que des objets peuvent se trouver à deux endroits en même temps. C'est le chat de Schrödinger. Eh bien, depuis quelques semaines, un groupe de physiciens affirme désormais qu'ils peuvent aussi se trouver à deux moments différents en même temps. Que le temps peut s'écouler à la fois plus vite et plus lentement, et que nous pouvons réellement mesurer ce phénomène-là grâce à des expériences aujourd'hui. Non, je ne suis pas devenu fou, et je n'ai pas non plus bu trop de vin avant de m'asseoir filmer cette vidéo. Ce que je viens de vous dire ici, c'est la conclusion de cette dernière étude en physique quantique publiée en avril 2026. Vous allez voir, c'est passionnant. Einstein ne doit pas être tranquille. En avril 2026, une équipe de physiciens a publié un article dans Physical Review Letters, un grand journal de physique, qui dit en substance que le temps peut exister en superposition quantique, qu'il peut aller à la fois plus vite et plus lentement en même temps, et surtout qu'on peut le mesurer. Si ces gens-là ont raison, votre cerveau, là, tout de suite, maintenant, il expérimente plusieurs temps simultanément. Vous ne le sentez pas à votre échelle, bien sûr, la différence est beaucoup trop petite pour ça, mais elle est là. La prochaine génération d'horloges pourrait la détecter. Pour bien comprendre d'où sort cette idée, il faut comprendre que le temps a toujours été un cauchemar pour les physiciens. Ça, ce n'est pas nouveau. Et quand je dis cauchemar, je parle pas de casse-tête, je parle d'un vrai cauchemar. Le genre de truc qui vous empêche de dormir la nuit pendant une thèse de 8 ans. Je n'exagère rien, j'ai un ami à qui c'est arrivé. Aujourd'hui, la science et la physique traitent le temps de deux façons totalement différentes selon la théorie qu'on utilise. Et ces deux façons-là sont incompatibles. Chez Einstein, donc la relativité générale, le temps est flexible. Il dépend de comment vous bougez. Plus vous accélérez, plus le temps ralentit autour de vous. Près d'un trou noir, par exemple, il faut accélérer en permanence juste pour ne pas tomber dedans. Et du coup, le temps s'y écoule beaucoup plus lentement. Vous pourriez passer 1 heure près de l'horizon d'un trou noir, revenir sur Terre et découvrir que des années entières se sont écoulées ici. Ce n'est pas de la science-fiction sortie d'un film comme Interstellar, non, c'est de la vraie physique vérifiée qui a été mesurée, qui a été confirmée et qui a déjà été élaborée depuis plus d'un siècle bientôt. D'ailleurs, au passage, puisque l'on parle de Interstellar, il faut que vous sachiez un truc. Christopher Nolan n'a pas juste consulté un physicien pour faire joli au générique, il a embauché Kip Thorne, qui était le physicien qui a reçu le prix Nobel de physique en 2017. Et Thorne a posé une condition avant d'accepter le film. Rien dans le film ne devait violer les lois de la physique établies. Rien. La scène sur Miller's Planet, donc celle où 1 heure passée à la surface équivaut à 7 ans sur Terre, ce n'est pas une exagération dramatique. C'est mathématiquement correct pour une planète en orbite aussi près du trou noir supermassif en rotation. Donc ça, c'était en relativité générale, le temps ne s'écoule pas pareil partout. Ok, mais ça c'est à l'échelle de l'univers, donc quand on utilise la relativité générale, qu'on regarde de grands objets comme des trous noirs. En physique quantique, c'est tout l'inverse. Le temps redevient ce truc simple et universel qu'on apprend à l'école, une espèce d'horloge externe qui tourne pareil pour tout le monde. Alors plutôt rassurant, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, ça ne colle pas du tout avec ce que dit Einstein. C'est là que ça devient vraiment gênant. Quand on essaie de combiner les deux théories, quand on prend les symétries de la relativité et qu'on les injecte dans la mécanique quantique, le temps disparaît des équations. Complètement. Vos maths mangent le temps. Quand on essaie de construire une théorie censée décrire l'univers dans sa totalité, une théorie du tout, c'est moyennement pratique. Ce n'est pas un problème récent. En physique, il porte un nom officiel depuis des décennies déjà. Ça s'appelle The Problem of Time, donc le problème du temps. En 1967, 2 physiciens ont écrit ce qui reste à ce jour l'équation la plus proche qu'on ait d'une équation de la gravité quantique, l'équation de Wheeler-DeWitt. Quand vous la regardez, il y a un détail qui saute aux yeux, elle ne contient aucune variable temporelle, 0. Elle décrit littéralement un univers figé, sans avant ni après, sans cause ni effet. Depuis, les physiciens se battent pour savoir quoi faire de cette chose-là. C'est dans ce contexte que 5 physiciens ont décidé de prendre le problème autrement. Gabriel Sorcy, Joshua Fu, Dietrich Liebfried, Christian Sanner et Igor Pikovsky. Tous rattachés à de grands instituts comme par exemple le Stevens Institute of Technology ou l'université de Kyushu, l'université du Colorado State ou même le NIST. Leur raisonnement, il est assez simple à comprendre, vous allez voir. Et c'est le suivant. Donc ils s'assoient face au problème et ils se disent « Ok, on sait que le temps dépend du mouvement. » C'est ce que a dit Einstein, c'est ce que je vous ai raconté, et c'est ce qui a été vérifié plein de fois expérimentalement. On sait aussi qu'en physique quantique, un objet peut être dans une superposition de mouvements, donc dans plusieurs états de mouvement à la fois. Alors, si le temps dépend du mouvement et que le mouvement existe en superposition, le temps aussi devrait exister en superposition. Plusieurs temps
en même temps. En temps normal, si j'ose dire, cet effet est tellement minuscule qu'on peut tranquillement l'ignorer. On fait comme s'il n'y avait qu'un seul temps pour tout le monde, et ça marche très bien dans la quasi-totalité des cas. Mais parfois, les effets minuscules deviennent mesurables. C'est justement là que rentrent en jeu les horloges atomiques. Il faut que vous compreniez à quel point ces horloges sont précises. Les horloges atomiques actuelles ne perdent pas une seconde en 200 millions d'années. Elles sont tellement sensibles que si vous en placez une quelques centimètres plus haut qu'une autre, donc juste quelques centimètres, la différence infime de gravité entre les deux suffit pour créer un écart de temps détectable. On parle d'instruments qui perçoivent les distorsions du temps causées par la hauteur d'une table, ce qui est assez fou en termes de précision. Mais les horloges de l'équipe de Pikoski, celles qu'ils vont utiliser, ce ne sont même pas ceux-là. Les plus répandus aujourd'hui pour les expériences en physique fonctionnent avec des nuages d'atomes de césium qui ont une transition dans le domaine des micro-ondes, donc à des longueurs d'onde relativement longues. Ça marche, mais la précision a ses limites. En fait, si on utilise encore le césium, c'est surtout pour des raisons historiques. Ces horloges ont été développées dans les années 1950, à une époque où on avait Elvis Presley ou des jouets radioactifs, ou une obsession collective pour les couleurs pastel, mais où les lasers optiques n'existaient pas encore. Alors bien sûr, on a fait avec ce qu'on avait, et 70 ans plus tard, aujourd'hui, la seconde, l'unité de temps seconde, est toujours définie sur la base du césium. Ce qui devrait bientôt changer d'ailleurs, puisque le Bureau international des poids et mesures travaille sur une redéfinition de la seconde, basée sur une transition optique, possiblement dès 2030. La réunion, qui doit avoir lieu cette année, en 2026, pourrait justement valider la feuille de route. Après 70 ans, on s'apprête enfin à changer l'étalon du temps. C'est exactement cette nouvelle génération d'horloges que les auteurs de l'article veulent exploiter. Plus de nuages de césium, mais des horloges à ions uniques, où seulement un ion est piégé et manipulé par des lasers, avec une transition dans le domaine optique. L'idée, c'est que les ondes de lumière visibles oscillent beaucoup plus vite que les micro-ondes. Et plus votre onde oscille vite, forcément, plus vous pouvez découper le temps finement. C'est un peu comme comparer une règle graduée en centimètres avec une règle graduée en micromètres, voyez-vous. Vous mesurez les mêmes choses, mais avec une précision incomparable. L'équipe veut donc utiliser des ions aluminium parce qu'ils réagissent à la lumière visible de façon particulièrement nette, sans bruit parasite. Joshua Fu, le co-auteur principal de cette étude, basée à l'université de Kyushu, a mis au point une technique justement pour contrôler le mouvement de l'ion qui rend la mesure 100 à 1000 fois plus sensible à l'effet recherché. Donc, juste pour illustrer cela schématiquement, la rangée supérieure montre l'évolution des degrés émotionnels de liberté et la rangée inférieure montre l'évolution de l'horloge. Donc en gros, nous préparons un état de pressage du mouvement et de l'horloge dans la rangée inférieure avec une certaine préparation, puis contrôlons les différents sous-systèmes. Nous laissons ensuite les deux systèmes évoluer par le temps de Ramsey. Le mouvement subit une superposition de différentes évolutions temporelles. Ainsi, on obtient une superposition d'états de compression essentiellement, et l'horloge subit ce décalage de fréquences indépendant et ces deux sous-systèmes deviennent enchevêtrés au cours de ce temps de Ramsey. Concrètement, le protocole consiste à préparer l'ion d'aluminium dans un état quantique spécifique qu'on appelle un état comprimé, un squeeze state en anglais. Dans cet état, l'ion se retrouve dans une superposition de plusieurs mouvements différents, donc il est à plusieurs endroits en même temps. Et chaque mouvement donc, correspond à un écoulement du temps légèrement différent. Résultat, nous avons une horloge qui ne donne plus un temps unique et net, mais elle donne un temps flou, un brouillage de temps minuscule, de l'ordre de quelques dizaines d'attosecondes. Pour vous donner une échelle, une attoseconde, c'est 1 milliardième, 2 milliardièmes de seconde, le temps que met la lumière pour traverser 2 atomes d'hydrogène. Les horloges de prochaine génération seraient capables de détecter ça. Et si ce mot vous dit vaguement quelque chose, c'est normal. Le prix Nobel de physique 2023, il y a seulement 3 ans, a été décerné à Pierre Agostini, Ferenc Krauss et Anne Lullier, précisément pour leurs travaux sur les impulsions d'attosecondes. Il y a 20 ans, l'attoseconde était un concept sur le papier, un horizon théorique. Personne ne savait fabriquer un flash de lumière aussi court. Aujourd'hui, grâce à leurs travaux, on sait générer des impulsions qui durent quelques dizaines d'attosecondes, assez courtes donc pour filmer le mouvement des électrons à l'intérieur d'un atome. Les auteurs de l'étude ont d'ailleurs une façon assez élégante de présenter l'enjeu. Vous avez déjà probablement entendu parler du paradoxe des jumeaux. C'est une expérience de pensée classique en relativité restreinte. Quand vous êtes étudiant à l'université, à la fac, en physique, c'est une des premières choses qu'on vous apprend d'ailleurs.
L'expérience, c'est la suivante. Vous prenez deux êtres humains, donc deux jumeaux identiques, même âge, même ADN. L'un reste sur Terre et l'autre va partir dans une fusée à une vitesse proche de celle de la lumière. Quand le voyageur de la fusée revient sur Terre, il a vieilli de quelques années, mais son frère, resté au sol, lui, en a pris 20 ou 30. Ils ne sont plus du même âge. Pas parce que l'un a mieux mangé que l'autre, mais parce que le temps ne s'est littéralement pas écoulé à la même vitesse pour les deux personnes. C'est contre-intuitif, mais c'est vérifié, c'est la réalité de ce qu'il se passerait si on avait un vaisseau qui pourrait aller aussi vite. Et ce phénomène-là de ralentissement du temps, on le mesure aujourd'hui avec des horloges embarquées dans des avions depuis les années 70. Nous avons des horloges qui, dans des avions, ralentissent par rapport aux horloges au sol. En fait, pour être encore plus précis, ce phénomène-là, vous et moi, on en dépend tous les jours sans même le savoir. Chaque satellite GPS en orbite autour de la Terre embarque des horloges atomiques. Ces horloges, parce qu'elles sont à environ 20 000 km d'altitude, se trouvent dans un champ de gravité plus faible que celle qui se trouve au sol. Résultat, elles avancent d'environ 38 microsecondes par jour par rapport aux horloges sur Terre. 38 microsecondes, ok, ça semble pas grand chose, sauf que si les ingénieurs ne corrigeaient pas cet écart-là en permanence, à chaque fois, tous les jours, eh bien votre position GPS dériverait de plusieurs kilomètres en une seule journée. Votre téléphone vous dirait de tourner à droite au milieu d'un champ de blé. La relativité d'Einstein, celle qui nous paraît si abstraite quand on en parle dans un cours de physique, c'est concrètement ce qui permet à Google Maps de fonctionner, ou Apple Maps pour ceux qui sont sur Apple. Alors, voilà, ce que l'équipe de Pikowski propose dans ce nouveau papier, c'est la version quantique de ce paradoxe-là. Est-ce qu'une seule et même horloge peut vivre deux temps différents en superposition et devenir simultanément plus jeune et plus vieille ? Pikowski avait proposé cette idée il y a plus de 10 ans, mais à l'époque on ne pouvait tout simplement pas le tester, les instruments qu'on avait n'étaient pas assez précis. Aujourd'hui ils le sont, ou plutôt ils le seront très bientôt. Cet effet, s'il existe, a un coussin théorique assez fascinant. Roger Penrose, un autre grand prix Nobel, pense lui depuis longtemps que la gravité est responsable de l'effondrement de la fonction de D'Hondt. Son raisonnement, c'est qu'un objet qui est en deux endroits à la fois génère deux champs gravitationnels différents, deux accélérations qui pointent dans des directions différentes, et donc deux temps différents. Si l'objet est assez lourd, cette situation devient instable et se résout d'elle-même. La superposition s'effondre. La différence avec ce que propose Pikowski, c'est que Penrose parle de l'accélération gravitationnelle de l'objet lui-même, alors que cette expérience avec l'horloge à ions mesurerait l'accélération causée de l'extérieur. Ce n'est pas la même chose, mais c'est la même intuition fondamentale. Le temps et la mécanique quantique ont un lien profond que personne n'a encore observé directement. C'est ce qui rend cette période vraiment particulière. On ne parle pas d'une théorie abstraite perdue dans les mathématiques, on parle d'un protocole expérimental concret, avec des instruments qui existent ou qui sont en cours de construction. Les horloges atomiques optiques qui redéfiniront la seconde en 2030 sont les mêmes qui pourraient nous montrer que le temps lui-même a un comportement quantique. La même technologie, deux révolutions, l'une métrologique et l'autre fondamentale. La prochaine génération d'horloges ne va pas juste nous dire quelle heure il est, elle va nous dire combien de temps il y a. Pas un temps unique, mais des temps superposés, enchevêtrés, simultanés. Bon voilà, je me devais de vous partager cette recherche fascinante. On vit à une époque où nos instruments deviennent assez fins pour aller toucher les questions les plus profondes de la physique, où la frontière entre ce qu'on sait et ce qu'on peut enfin vérifier recule chaque année. La physique quantique, la relativité, l'intelligence artificielle, tout ça converge vers une transformation profonde de notre compréhension du réel. D'ailleurs, les gens qui comprennent concrètement ces technologies, et pas juste en surface, mais dans leur logique profonde, ce sont ceux qui prendront les meilleures décisions dans les années qui viennent, dans leur carrière, dans leur entreprise, dans leur façon de voir le monde, mais pas que, aussi dans leur vie personnelle. Messieurs, dames, si vous sentez que l'IA est en train de tout changer autour de vous et que vous voulez être du bon côté de cette transformation, si vous voulez comprendre comment ces outils fonctionnent concrètement et comment les utiliser concrètement dans votre vie, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien.
J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.